Donc, soufflé par Michel, comment gérer son mental d'entrepreneur en période de crise? Pour ceux qui étaient là vendredi matin, on a vu aussi que la dimension psychologique, elle était importante, hein, parce qu'on est tous des êtres humains, on vit tous quelque chose d'inédit qu'on n'a jamais vécu, qu'on n'a jamais rencontré, qui peut avoir une dimension un peu traumatique pour certains. Et puis, on n'a pas tous la même façon de réfléchir, d'appréhender la complexité, et les choses angoissantes, etc. Et du coup, Michel m'a dit, tu sais, gérer le mental de l'entrepreneur en période de crise, ça pourrait être un vrai sujet. Bon, moi, je suis hyper opportuniste et donc j'ai sauté sur l'opportunité de Michel. Donc, Michel, je te laisse la parole. Puis je crois que tu es accompagné d'une collègue. Tout à fait. Merci Amélie de nous donner cette opportunité d'apporter quelques éléments qui peuvent aider les entrepreneurs dans ce contexte qui est vraiment particulier. Donc aujourd'hui, oui, j'ai demandé l'autorisation à Amélie de pouvoir intervenir avec Elodie Herkel, là, qui va se présenter aussi, là, qui est à côté. Et donc voilà, je me présente peut-être en deux mots. Donc moi, je suis Michel Abiteboul. Donc j'avais fait trois interventions en fait avec Digital 113. On avait fait une conférence sur la QVT, sur la qualité de vie au travail pour les entrepreneurs, pour les entreprises de Digital 113. Donc on avait fait une double conférence puisqu'on avait fait une à Montpellier et une à Toulouse. Et puis on a fait aussi, donc c'était une table ronde en fait. Et puis on avait fait aussi une intervention sur l'engagement des employés sur les réseaux sociaux avec l'agence 636 et Mazan, un atelier à Toulouse. Donc en deux mots, moi je suis ingénieur de formation, donc j'aime bien tout ce qui est carré, j'aime bien comprendre les choses, les modèles scientifiques et les choses rationnelles. J'ai un master en communication, j'aime bien expliquer et faire comprendre et en tout cas vulgariser les informations. Et je suis certifié en neurosciences, en sciences cognitives et comportementales, c'est-à-dire comment fonctionne le cerveau et les applications dans la vie courante de tout ce qu'apportent aujourd'hui les neurosciences. Voilà, j'ai été directeur de la communication de grands groupes industriels, là, Motorola, Freescale, NXP, Dassault Systèmes. J'ai travaillé aussi pendant quelques années pour Renault, pour l'aérospatiale. Et ma quête, c'est comment m'appuyer sur la science pour améliorer le comportement et la performance des entreprises. Je vais laisser la parole à Elodie si tu veux te présenter. Alors Elodie, juste en deux mots, on travaille beaucoup avec Elodie justement sur ces sujets liés à tout ce qui est performance et épanouissement des employés, des organisations. Et donc on a monté pas mal de modules et puis on fait pas mal d'interventions avec Elodie en duo. Et le fait de travailler en duo, c'est aussi pour nous comment dire, une façon de garantir une forme d'éthique, c'est-à-dire c'est pas une voix qui parle avec une vérité, mais c'est plutôt une forme d'éthique puisqu'on se challenge mutuellement, on se donne du feedback mutuellement sur ce qui va, sur ce qui va pas, et c'est aussi une façon de faire les choses, d'avancer en escalier mutuellement, et puis une façon de faire les choses le plus correctement et le plus éthiquement possible. Je laisse la parole à Elodie. Merci Michel. Tu disais une voix, c'est pas une voix qui parle. J'aime bien cette proposition et aujourd'hui vous dire que c'est pas une voix mais deux cerveaux qui parlent et qui réfléchissent. Et c'est vrai que c'est particulièrement, en tout cas, intéressant, pertinent et pour nous et pour les personnes en effet à qui on propose de la formation et que l'on accompagne. Et pour ma part, donc je suis dans la formation, le conseil depuis une quinzaine d'années maintenant et l'accompagnement des transitions. Alors plutôt des transitions de carrière et comment accompagner justement le changement des personnes qui soit initient ce changement et qui ont envie ou besoin de changer,
soit qui connaissent un changement plutôt imposé et du coup comment transiter dans cette phase de changement. Et je m'appuie en effet beaucoup sur la dimension individuelle, personnelle, pour justement redonner tout ce pouvoir d'action à l'individu avec son capital humain, ses compétences humaines, justement pour faciliter la transition, le changement. Et donc, on est au cœur de ce sujet-là aujourd'hui avec une période de crise et comment on s'adapte, comment on s'ajuste à ce changement, avec qui on est, parce qu'on voit bien qu'on n'a pas du tout la main sur la situation, là, en l'occurrence. Mais en revanche, ce sur quoi on a la main, c'est peut-être nous, sûrement. En tout cas, j'aime cette idée-là, j'aime penser ça. Voilà, je te redonne la parole, Michel. Merci. Ça me fait penser à une, à une citation que j'entendais ce week-end. Là. Il y a un gars qui disait comme on peut pas aller à l'extérieur, on va s'occuper de l'intérieur. Donc, on va s'occuper de soi-même. Et c'est ça l'idée quand on parle du mental de l'entrepreneur, c'est aller s'occuper de finalement comment ça fonctionne là-haut. Alors j'ai un petit truc à partager. Donc en fait, ce que je vous propose en termes de parcours là, c'est de se donner 20-25 minutes là. On va parler un peu brièvement de comment fonctionne le cerveau et comment le cerveau réagit à la situation actuelle. On va faire un ou deux petits exercices en live, on va le tenter en Zoom. Et puis voilà, puis après, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'interaction, c'est-à-dire que vous me disiez comment ça se passe pour vous, quels sont vos sujets, qu'est-ce qui vous donne la pêche, qu'est-ce qui génère de l'anxiété, qu'est-ce qui génère des préoccupations, et c'est ça qui peut être intéressant, justement, qu'on échange là-dessus. J'ai une petite présentation à charger. Je peux faire ça, Amélie ? Oui, regarde en bas, tu as un petit carré vert avec une flèche vers le haut qui s'appelle partage d'écran. Partager l'écran, qui te permet de partager. Voilà, ça veut dire que tout le monde verra ton écran, après on ne se verra plus. Donc, l'idée, c'est qu'une fois que tu as fini ta présentation, si tu n'as plus besoin de rester dessus, tu quittes le partage d'écran pour qu'on retrouve les visages. Alors, hop, il me demande de rentrer dans mes préférences système. Zoom. Est-ce qu'en attendant, certains d'entre vous peuvent parler un petit peu, je ne sais pas, peut-être de leurs inquiétudes en tant que chef d'entreprise pour leur entreprise, leurs collaborateurs. Certains déjà ont exprimé des craintes pour les collaborateurs isolés vendredi dernier. Qui se lance? Si vous voulez, je me lance, moi. Il en faut bien. C'est vrai que c'est un peu particulier cette situation dans le sens où on a l'impression qu'on a un peu lâché nos entreprises livrées à elles-mêmes. Dans le sens où nos collaborateurs sont éparpillés un peu partout. Certains travaillent, certains ne travaillent plus par force. Avec une inconnue totale de ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Une reprise qu'on ne sait pas si elle va être forte, si elle va être molle, et du coup beaucoup d'interrogations sur comment ça va pouvoir se passer, comment on va réussir à faire durer tout ça, quelles sont nos capacités à survivre tout simplement, hein, parce que la situation est tellement inédite et tellement imprévue ou imprévisible qu'on se pose réellement les questions de si l'avenir va pouvoir être maintenu comme il l'était auparavant, avec les mêmes règles. Enfin tout est chamboulé. C'est vrai que la vie du chef d'entreprise à l'instant T, j'ai envie de dire, des milliers de questions. Non, c'est pas le volume, mais des dizaines, et des dizaines de questions tous les jours, sans forcément pouvoir trouver de réponse. Et bien sûr, des inquiétudes liées à ces questions-là. Parce que le propre du chef d'entreprise, c'est d'essayer de maîtriser un maximum toutes les situations qu'il rencontre. Et en l'occurrence, quand la situation principale, à savoir l'avenir, n'est pas maîtrisée, ça génère un certain nombre d'inquiétudes à l'issue, quoi. Voilà. Moi, je ne peux que confirmer déjà tout ce que tu as dit, Nicolas, c'est vrai. Moi, ce qui m'angoisse le plus, c'est plus ne pas pouvoir anticiper. En fait, ce qui revient à ce que tu dis, hein, c'est l'anticipation à deux niveaux. C'est pour les salariés, pour l'entreprise, mais également les questions qui vont se poser, c'est par rapport à nos clients, ce qu'eux-mêmes vont rencontrer forcément.
des difficultés sur les contrats qui sont déjà actifs. Et puis, alors, sans parler déjà du funnel, enfin, donc des prévisions de prospects, quoi, en fait, hein, tout simplement. Donc, est-ce que le marché va baisser? Comment le gérer? Comment l'anticiper? Même si le gouvernement a mis en place des actions avec BPI France, on en a parlé hein, la semaine dernière, très, très intéressant. Là, je rejoins tout à fait. Il y a vraiment des actions significatives qui sont menées. Mais c'est dans la durée, ce que tu disais, Nicolas, dans la durée, combien de temps ça va durer? Est-ce que ça va être une reprise beaucoup plus rapide que la crise que l'on a vécue en 2008, qui elle a duré plus d'un an, je m'en souviens très très bien. Hein. Là, il y a certains disent, lorsque ça va repartir, le marché va repartir, et c'est rassurer les collaborateurs, l'entreprise, et aujourd'hui, on est tous éclatés chez soi. C'est comment piloter ce que l'on fait, mais est-ce qu'on le fait bien? C'est là où, Michel, j'attends vraiment beaucoup de... alors, je ne sais pas si ça va rassurer, mais c'est des questions que j'ai. Moi, c'est comment anticiper au mieux le bien-être des salariés, le développement de l'entreprise, et essayer de prévoir aussi l'avenir de nos propres clients, qui est également notre avenir, forcément. Voilà. Mais je redis ce que tu as dit, Nicolas, en fait, avec d'autres mots, tout simplement. Hein. Oui, on est tous dans le même bateau, là, je crois. Exactement, ouais. Ouais. C'est l'intérêt de partager tout ça ensemble, quoi. Tu vas trouver la fonctionnalité de partage d'écran? Sinon, tu m'envoies ta présentation et je partage pour toi. Hein. Oui, non, j'attendais que la communication s'arrête, mais en fait que les partages s'arrêtent. Est-ce que vous voyez mon Oui. écran? Oui. Oui, c'est bon. Parfait. Alors, merci hein, pour ces partages-là. Je pense qu'effectivement, on est au cœur du sujet et je pense que ces préoccupations sont tout à fait légitimes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler justement de stress. On va parler de comment fonctionne le cerveau justement par rapport à tous ces éléments, toutes ces informations auxquelles on est confronté. Et justement, cette incertitude, cette complexité, cette difficulté à anticiper. On va vous expliquer comment justement comment être dans la meilleure mindset, la meilleure disposition d'esprit pour faire face, parce que la mauvaise nouvelle, c'est que je n'ai pas de boule de cristal. Donc, je ne vais pas pouvoir vous dire comment ça va évoluer, ça c'est clair. Ah, mince. Ouais. Méfiez-vous des gars qui vous apportent une boule de cristal. Hein. Ouais. C'est louche. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est que je n'ai pas de boule de cristal. Donc, je ne vais pas pouvoir vous dire comment vos clients vont réagir. Mais la bonne nouvelle, c'est que on va vous expliquer en 2 mots comment l'image que j'ai, c'est comment danser avec la situation. C'est-à-dire que la situation évolue, l'idée, c'est justement de l'accompagner. C'est d'accompagner cette situation, de garder de la fluidité et puis d'être créatif, d'être innovant parce que l'avenir n'est pas écrit. Hein, donc, c'est à nous d'écrire, d'explorer, d'inventer des trucs. Moi qui m'aurais dit qu'il y a ne serait-ce qu'il y a 15 jours que j'allais participer à une visioconférence avec je ne sais pas combien, 25 personnes là. Un truc qu'on n'a jamais fait, mais bon, voilà. Donc, en fait, c'est ça, c'est comment garder de la fluidité, un mindset qui permet justement d'inventer et de créer au fur et à mesure de notre avancée, quoi. Voilà. La première chose que je voudrais vous demander, c'est est-ce que vous pouvez avoir un bout de papier, une feuille, une demi-feuille A4 par exemple, ou une feuille A4, avec un stylo. Et on va faire un premier truc là, tout simple. Voilà, parfait. Amélie, c'est parfait. Donc une feuille A4, un stylo. Et la première chose qui m'intéresse, c'est que vous vous posiez là juste 2 secondes. Là. On se pose. Et que vous vous connectiez à juste ce qui se passe en vous, justement. Honnêtement, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez de la tension? Est-ce que vous ressentez du calme? Est-ce que vous ressentez du stress? Quelles sont vos pensées? Est-ce que vos pensées sont agitées? Est-ce que vos pensées sont calmes? Comment vous percevez votre état émotionnel, votre état de pensée? Votre corps, est-ce que vous avez chaud? Est-ce que vous avez froid?
si vous pouvez juste vous connecter avec ça. Honnêtement, il n'y a pas de compétition, il n'y a rien à prouver, mais c'est juste être authentiquement en relation avec soi. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est que sur l'échelle de la sérénité là, que vous voyez là, sur cette échelle de la sérénité, que vous vous attribuiez une note, elle est pour vous, et c'est une note entre 0 et 10. 0, c'est je me sens très stressé, très angoissé, très anxieux, anxieuse. Et 10, c'est je me sens très serein, très sereine, très calme. Voilà, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de concours, c'est juste se connecter avec soi pour prendre conscience de où on en est là de suite. Voilà, vous pouvez écrire votre chiffre et je vais le faire d'ailleurs, tiens moi. Et si je peux me permettre, Michel, simplement quand Michel dit stressé, peut-être vous pouvez ressentir à la fois de la colère, plutôt un sentiment d'agacement, d'énervement. Ça peut être aussi une forme de peur, peut-être, la crainte, l'anxiété. Et ça pourrait aussi éventuellement être un stress, ce qu'on appelle un stress d'inhibition, où on se sent plutôt abattu, découragé, avec un manque d'énergie, de force. Ok. Bon, ben voilà, je vous propose qu'on montre notre chiffre, si vous voulez. Il est à l'envers là ou il est au bon endroit? Attends. Ça, c'est mon Comme on chiffre. ne voit pas tout le monde. D'accord. Peut-être qu'on pourrait on pourrait peut-être sur le chat. On peut chatter en parallèle là? Je vais le mettre dans le chat. Oui. Ouais. Ah oui, on peut mettre dans le chat. Donc, en bas, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a converser. Alors Nicolas l'a écrit dans les deux sens. C'est parfait, Nicolas. Ça, c'est de la pédagogie. Merci. Le truc, c'est qu'on ne sait pas lequel est le bon. Il est à la fois gauche, il est ambidextre, hein, gaucher et droitier. Oh, Magali, notre caution sérénité du cluster. Bon, 6. Allez hop. Alors, ok. Par rapport à ça, ce serait logique que vous vous sentiez. Je vois bon, ça va de 4 jusqu'à 10. Ah, il y a même un 4,5. Hein. C'est Il y a précis. un 3. Tu as un 3. Tu as loupé le 3. Ah oui, il y a un 3, oui, tout à fait. Ok. Bon, parfait. Ce serait logique, ça continue à arriver. Ce serait normal, en tout cas, que dans cette situation, vous vous sentiez stressé et angoissé, ou pas, mais en tout cas, ce serait logique parce que la situation est inédite, hein, comme dit notre président. La situation est anxiogène, on est face à un truc qu'on ne connaît pas et sur lequel on parlait de difficulté à avoir de la prise, du contrôle, de la maîtrise. Donc oui, on a une partie de maîtrise, une partie de contrôle. En restant chez soi confiné, bien sûr qu'on a une partie de contrôle et une partie de maîtrise. Mais malgré tout, c'est vrai que, en tout cas, quand on regarde les infos et tout ça, c'est particulièrement anxiogène. Et juste pour vous donner mon expérience personnelle, puisque je vais parler aussi de ça, la semaine dernière, j'étais très anxieux les 3 premiers jours là, de mercredi jusqu'à samedi, parce que bon, mon fils était à Paris, entre Lille et Paris, et puis il avait du mal à rentrer. Et mon épouse était au Sénégal. Et donc, c'était assez compliqué parce qu'au fur et à mesure, je voyais le monde qui se fermait et la porte qui était en train de se fermer pour qu'elle puisse rentrer en France. Et ça se fermait au fur et à mesure et j'étais connecté constamment sur les news du ministère de l'Intérieur, du ministère des Affaires étrangères, les compagnies aériennes qu'elle devait prendre, qui annulaient au fur et à mesure son retour. Et j'avais l'impression que la porte était en train de se fermer et la question c'était est-ce qu'elle va pouvoir passer avant que la porte ne se ferme définitivement. Et j'étais 16h sur 24 branché sur les infos pour essayer de comprendre comment faire pour la faire rentrer du Sénégal.
Et je vois que plus je regarde, plus j'étais en contact avec les news et plus j'étais angoissé. Allô? Ah, Oui. ah non, non, j'ai une coupure. Bon, c'est pas grave. Donc j'étais beaucoup branché sur les news et sur les infos pour suivre la situation en temps réel qui évoluait au fur et à mesure des annonces, malheureusement pas dans le bon sens. Ce qui est sûr, c'est que ce virus, le cerveau le perçoit bien entendu comme un danger, d'autant plus qu'il est invisible. Face à un danger comme ça, la réaction du cerveau, ça va être de se mettre en mode, pour faire simple, en mode sécurité. Et le mode de sécurité, c'est un mode où on va revenir vers les comportements les plus, en tout cas vers les réactions les plus archaïques. Donc on est dans ce qu'on appelle clairement les zones basses du cerveau, ce qui correspond à nos comportements les plus archaïques, effectivement. Et les comportements les plus archaïques, ça correspond à ce que disait Élodie, c'est-à-dire des comportements ça peut être de fuite, ça peut être d'agressivité, de colère, ou ça peut être des comportements de découragement, d'abattement. Fuite, lutte, inhibition, c'est les 3 comportements qui sont les plus primaires. Dans une situation comme ça, où on est particulièrement stressé, quand on manque de maîtrise et quand on manque de contrôle, on a tendance à, en tout cas, revenir vers ce qu'on appelle communément notre zone de confort. Et notre zone de confort, c'est toutes nos habitudes, toutes nos sécurités, toutes nos façons de faire courantes. Et nos façons de faire courantes, ça peut être une forme de repli sur soi, ça peut être une forme de mise en sécurité en tout cas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce stress que ça génère, et qui est une réaction normale, ce stress que ça génère, c'est finalement, dans certains cas, c'est une bonne chose, parce que ce stress, c'est une réaction biologique normale à un changement de la situation, à un changement de l'environnement. C'est-à-dire que quand mon environnement change, je commence par être stressé, et ce stress est censé est censé mobiliser mes ressources pour que je puisse réagir de façon appropriée. D'accord ? Je vous donne un exemple. Je vais pour traverser la route, paf, il y a une voiture qui arrive. Ça ne va même pas passer par mon rationnel et par ma logique. Si la voiture arrive, je vais faire un saut en arrière. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la situation qui est perçue comme un danger va générer une forme de stress extrêmement rapide qui va stimuler qui va mobiliser mes ressources psychologiques pour me faire un saut en arrière. D'accord ? Donc le stress est une bonne chose dans la mesure où, dans la plupart des cas, le stress nous aide à nous sortir de situations dangereuses. On a tendance à voir le stress comme quelque chose de négatif, mais en fait, biologiquement, le stress, c'est d'abord notre capacité à nous sortir de situations qui sont perçues comme dangereuses. D'accord ? Donc, dans la plupart des cas, le stress a une bonne fonction. Là où le stress devient gênant, c'est lorsque le stress dure. C'est-à-dire, si je suis en train de me balader en forêt et que je vois un truc qui bouge tout à coup, paf, je vais faire un saut en arrière pour éviter de me faire piquer par un truc qui pourrait ressembler à un serpent. Et ça, c'est une bonne chose. Et donc, c'est une bonne fonction. Par contre, si ce truc-là, si cet état de stress dure pendant des heures, des jours, voire des mois, c'est là où ça devient embêtant, parce que les études en sciences cognitives et les études médicales montrent qu'un stress qui dure altère, déjà ça draine beaucoup d'énergie, ça consomme énormément d'énergie, et d'autre part, ça altère notre immunité. Et c'est bien ça le problème. C'est-à-dire qu'un stress qui dure altère notre immunité. Et donc, toute la question, c'est comment faire pour être dans une situation où je ne maîtrise pas, une situation que je perçois comme dangereuse. Alors, dangereuse, oui, il y a le virus, mais il y a dangereuse parce que mes clients vont peut-être se casser la figure, dangereuse parce que je ne maîtrise pas ce que font mes employés, ou en tout cas insécure parce que je ne maîtrise pas ce que font mes employés. Je manque de contrôle, mes employés ne sont pas autour de moi, je ne sais pas ce qu'ils foutent. Et donc, et puis la trésorerie de mon entreprise, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, elle est perçue de beaucoup de manières comme, en tout cas, insécure et comme avec beaucoup d'incertitudes. Et donc, la question, c'est comment faire pour faire face malgré toute cette complexité, malgré cette incertitude.
Et je voudrais partager une petite slide, la slide suivante avec vous. En fait, ce dont on s'est rendu compte, donc c'est là où ça devient intéressant, c'est-à-dire que les neurosciences et les sciences cognitives ont fait énormément de progrès depuis une vingtaine, une trentaine d'années. On est la première génération, c'est ça qui est extraordinaire, c'est la bonne nouvelle, hein, on est la première génération à voir ce qui se passe dans le cerveau, c'est-à-dire à voir l'activité cérébrale. Jusqu'avant l'arrivée de l'IRM et de l'électroencéphalogramme, on pensait que le cerveau c'était une boîte noire, on ne savait pas exactement ce qui se passait. Et aujourd'hui, on commence, il faut être humble, hein, mais on commence à voir concrètement l'activité cérébrale. C'est-à-dire que quand je mange, ben, il y a certaines zones du cerveau qui sont actives et on le voit. Quand je parle anglais, il y a certaines zones qui sont actives et on le voit. Quand je réfléchis, quand je fais de la méditation ou quand je ne sais pas quoi, quelle que soit mon activité, il y a différentes zones du cerveau qui sont actives. Et maintenant, on commence à voir ces différentes zones du cerveau. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que justement, en situation normale, ça correspond à la photo de gauche que vous voyez là. C'est ce qu'on appelle le mode automatique. C'est le mode où je suis dans ma zone de confort. Ça correspond à 90% de mon temps. Je suis en train de dérouler ce que j'ai à faire. Je suis dans mes habitudes, je suis dans mon environnement classique et je déroule mes trucs. Et puis, quand on est face à une situation qui est complexe, quand on est face à une situation qui est incertaine, qui est inconnue, une situation qui est ambiguë, ben en fait, je ne peux pas utiliser les mêmes circuits neuronaux que quand je suis dans ma zone de confort, parce qu'il faut que j'invente, parce qu'il faut que j'innove, parce qu'il faut que j'explore. Et là, il y a deux possibilités, c'est-à-dire où on reste dans sa zone de confort et on essaie de traiter, j'ai envie de dire, à l'ancienne, son environnement qui a changé. Et c'est là où ça peut créer de la crispation, ça peut créer du stress, ça peut créer un inconfort. Ou alors, j'arrive à basculer vers, c'est la photo de droite, vers ce qu'on appelle le cortex préfrontal, donc c'est la zone qui est située juste derrière le front, là, qui est la zone la plus évoluée, pour faire simple, la zone la plus évoluée du cerveau. Dans l'histoire de l'humanité, c'est la zone qui s'est développée en dernier, mais en même temps qui nous distingue des autres espèces. Hein. Donc, quand j'arrive à basculer vers l'avant du cerveau, eh ben là, je vais pouvoir envisager différemment la situation, devenir innovant, devenir créatif, explorer, inventer et co-construire, analyser finement la situation. Et c'est ça qui va me permettre de trouver, d'inventer mes propres pistes, mes propres solutions. Et voilà. Donc, et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette activité cérébrale, on la voit. C'est la différence entre les deux photos. Donc, c'est un gars qui s'appelle Posner, là, qui a fait des études qui datent voilà, vous voyez, entre 98 et 2001. Donc, ça a une vingtaine d'années. Donc, c'est le résultat de recherche. Nous, avec Elodie, on a été formés sur ces sujets. Et la question que vous allez me poser, bien entendu, c'est, bah ouais, mais comment on fait pour passer de l'arrière à l'avant du cerveau? Et bien justement, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit exercice pour... il y a plein de façons de basculer, hein, mais on va faire un petit exercice, si vous le voulez bien, pour apprendre à basculer. Ça va? Je vous ai pas perdu là jusqu'à présent, c'est clair, ça... Super. Okay. Donc, ce que je vous propose, c'est je vais donner la main à Elodie et on va faire ensemble. Vous avez un bout de papier à disposition. On ne va pas le partager, là, c'est pour vous vraiment. Hein. Et je donne la main à Elodie, puis Elodie va conduire un petit exercice avec vous. Un petit exercice, comme dit Michel, du coup, de bascule. C'est une proposition, c'est une invitation. Il se peut que ça fonctionne, il se peut que non. En tout cas, c'est ce qu'on appelle un exercice de bascule cognitive. Et je dis ça parce qu'il existe d'autres exercices qui sont plus comportementaux et celui-là est très cognitif. Ce que l'on vous propose, c'est de vous connecter, du coup, c'est très facile parce qu'on y est en plein dedans, à cette situation qui peut être stressante pour vous. Donc, c'est soit cette situation-là de changement que vous vivez actuellement et comme vous l'évoquiez tout à l'heure, une période incertaine,
pour lesquelles on a du mal à planifier, anticiper, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, soit c'est cette situation-là actuelle. Si jamais cette situation-là n'était pas stressante pour vous parce qu'au regard des notes que vous avez fait apparaître tout à l'heure, peut-être cette situation-là n'est-elle pas stressante. En revanche, il pourrait y avoir une autre situation stressante pour vous, aujourd'hui, actuellement, à laquelle vous pourriez vous connecter. Voilà, donc soit c'est cette situation-là à laquelle vous pensez de changement, de transition, de virus, soit c'est une autre. En tout cas, l'idée, c'est de partir d'une situation qui vous embête et dans laquelle vous sentez ce niveau de stress important, où vous vous sentiriez plutôt proche de 0, comme on l'a vu tout à l'heure sur l'échelle, plutôt que calme. Donc, connectez-vous à ça. Que dit votre tête, hein, c'est l'histoire des pensées tout à l'heure dont parlait Michel. Que dit votre corps? Quel est l'état émotionnel? Prenez 30 secondes pour y penser. On va vous proposer de dérouler un petit processus de 5 questions. La première étant la suivante. Comment pouvez-vous vous surprendre dans cette situation? La proposition, c'est de vous laisser guider par le questionnement. Et on va prendre une petite minute par chaque question pour justement vous laisser le temps d'élaborer une pensée, vous laisser le temps de trouver une proposition parce qu'il se peut qu'au départ, ce soit peut-être un peu difficile. Comment pouvez-vous vous surprendre dans cette situation? On va passer à la deuxième question. Deuxième question, qu'en penserez-vous dans 2 ans? C'est quoi cette question? C'est-à-dire, qu'en penserez-vous de quoi? De la situation De cette actuelle situation. ou de ce qu'on aurait fait pour se surprendre? Ça peut être les deux. Merci Amélie pour cette question, parce que ça pourrait être que penserez-vous de cette situation dans 2 ans, ou qu'en penserez-vous en effet de comment vous vous êtes surpris? Ça pourrait aussi être ça. On va passer à la troisième question. Et les autres dans tout ça? Vous pouvez l'élargir, le voir loin. Votre première couronne, la deuxième, la troisième et plus loin encore.
On va passer à la 4e question. Comment transformer ce problème en objectif? Cinquième question. De quoi avez-vous besoin pour avancer? Et la dernière question. Dans l'idéal, qu'aimeriez-vous qu'il arrive? Allô, Véronique? Allô? Allô? Ouais, bonjour Véronique. Je suis avec Digital 113 comme tous les matins de 8h30 à 9h30. Mais bon, ouais, ça va? Il nous fait notre pub. Ouais. Je vais couper son micro. Dans l'idéal, qu'aimeriez-vous qu'il arrive? Pour vous, pour votre activité, pour les gens autour de vous, plus largement. Et nous allons nous arrêter là sur cette fin de questionnement. Michel, tu veux que je te redonne la main ou on bascule peut-être récolter à chaud un partage. Vous auriez envie de dire quelque chose sur ce que vous venez de vivre au travers de ce processus. Qui se lance? Je peux? Enfin, Oui. Ouais. En fait, ce que l'on vit aujourd'hui, mais ça c'est vraiment que personnel, hein, je le vis comme le fait, ce que j'ai vécu il y a quelques années. Une autre façon qui m'a poussé à le faire, c'est pivoter dans un business model. Si je ramène ça à mon inquiétude, alors j'ai deux inquiétudes, hein, pour résumer, c'était à titre personnel ma famille, vu la situation, on parle bien de la situation de crise que l'on vit aujourd'hui, et à titre professionnel. À titre familial, bon, je vais passer, on prend comme tout le monde des actions en confinement, ok.
Ma grande inquiétude, puisqu'on est là pour partager, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est au niveau de l'entreprise. Et aujourd'hui, je vis tout ça comme si je devais pivoter dans un business model. C'est-à-dire essayer d'anticiper, essayer de prévoir l'avenir. Et j'essaye, hein, mais bon, la bonne nouvelle, c'est que quelque part, on est peut-être, malheureusement et heureusement pour nous, dans un business qui est l'IT, hein, bon, donc qui fait que ça simplifie grandement par rapport à d'autres chefs d'entreprise, en fait, la gestion de ce phénomène de se mettre en confinement et dans télétravail. Hein. Faut pas se leurrer, on est organisé. Après, voilà. Donc moi aujourd'hui, je le vis vraiment comme ça. C'est une grande réflexion que je mène avec des personnes autour de moi dans l'entreprise, d'anticiper, peut-être de réajuster, presque de pivoter dans le business model et de refaire peut-être un business plan, de voir un plan de crise en cas de durée de crise et de problèmes de trésorerie, on l'a dit tout à l'heure. C'est vraiment comme cela que moi j'ai abordé la question et de mener des actions qui vont m'aider à passer peut-être ce cap, si tant est j'espère qu'il ne va pas durer. C'est tout. Ok. Ça, c'est ce que le processus vous a permis d'élaborer, Charles. Oui, exactement, c'est tout. C'est vraiment ça. À titre personnel, voilà. Oui. Merci bien. Un autre partage peut-être, si vous le souhaitez. Allez, simplement, je continue et je te redonne la main, Michel. Peut-être qu'on peut vous proposer de vous positionner à nouveau sur l'échelle du stress et de la repérer l'indicateur sur lequel vous étiez tout à l'heure et comment vous vous placez maintenant, après ce petit processus de questions. Et peut-être un partage pour vous par rapport à ça. Je vois Frédéric Le Calme qui amène une forte capacité à prioriser les choses seul avec les autres. Peut-être vous pouvez partager aussi par écrit hein, si vous le souhaitez, ou partager à l'oral. Est-ce que ça a bougé pour vous sur l'échelle? Est-ce que ça n'a pas bougé? Peut-être dans un sens, peut-être dans l'autre, hein, tout est possible. Charles, vous dites être à 7, vous étiez à 6, 7? Ouais, j'étais 6, 7, mais bon, je me suis plus conforté sur 7, quoi. Okay. Mais bon, c'est une réflexion, oui, oui. Intéressant ce que dit Frédéric. Calme qui amène une forte capacité à prioriser les choses seules et avec les autres. Ok, ça monte un peu pour Isabelle. 7 et c'était 6. Ouais. Ok. Eric à 6, c'est resté aussi sur 6. Pas de changement, prudence à 5. Ça monte à 5 très doucement. Toujours 4, ça n'a pas bougé. Un peu moins de stress à 5 pour Monique. Toujours 5. 4,5 toujours. Ok. Qu'est-ce qu'on peut... C'est une proposition d'exercice qui peut permettre, en effet, de basculer, comme l'expliquait Michel, de passer de zones plutôt postérieures vers des zones plutôt antérieures du cortex préfrontal. Ce que l'on cherche avec cet exercice-là, en l'occurrence, c'est de tenter de faire baisser le niveau de stress. Pourquoi ? Parce que ce qui nous intéresse, c'est d'abord, et ce qu'expliquent les neurosciences aujourd'hui, c'est parce que l'on aura fait baisser le niveau d'intensité émotionnelle qu'on sera plus à même, plus calme, plus serein pour faire face à la situation. Et très souvent, ce que l'on attend, c'est plutôt de se dire, une fois que la situation sera réglée, mon stress va redescendre. En réalité, le processus, c'est dans l'autre sens qu'il faut le mesurer, qu'il faut l'imaginer. Et c'est d'abord tenter de faire baisser l'intensité émotionnelle pour avoir recours justement à ces zones qui sont plus préfrontales, qui sont plus rationnelles, plus réfléchies, plus ouvertes, qui vont nous éveiller aussi à d'autres possibles, alors que le mode automatique est très empirique et il s'appuie sur des routines, sur des certitudes. Donc, c'est la proposition de tenter de faire baisser le niveau de stress pour pouvoir mieux agir. Michel, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Je vais... Non, enfin, c'est parfait, mais je voulais juste peut-être le redire avec mes mots, mais je vais redire exactement ce que tu as dit, Élodie. C'est vrai que souvent, notre façon d'aborder une situation difficile, c'est de se dire
quand le problème sera réglé, je serai moins stressé. Et en fait, ce qui est contre-intuitif, c'est qu'il faut faire exactement l'inverse. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire, c'est si je suis moins stressé que je vais trouver la façon de régler le problème. Donc, et ça c'est contre-intuitif, parce que notre cerveau archaïque a tendance à nous pousser en disant non, il faut que je règle le problème. Et en fait, c'est parce qu'on est moins stressé et qu'on est plus rationnel qu'on a opéré cette bascule. Parce qu'on a opéré cette bascule, qu'en fait, on a les idées plus claires pour savoir comment trouver la piste pour régler la situation. Et la situation, ça peut être comment je vais faire, je vais maintenir une façon de travailler avec mes employés qui sont tous répartis, je ne sais pas où, en France, ou qui sont répartis en région toulousaine. Et malgré tout, comment on va faire pour garder du lien, comment on va faire pour garder une tension, comment on va faire pour pivoter. Et quand tu parlais, Charles, merci pour ton partage, quand tu parlais de pivot, quand une start-up pivote, c'est justement parce que individuellement et collectivement, le groupe a opéré cette fameuse bascule. C'est-à-dire qu'ils sont passés d'un mode de fonctionnement archaïque, c'est-à-dire on a mis en place des process, on a mis en place des objectifs, machin, et en fait, on se retrouve dans une situation qui est compliquée, qui est ambiguë, qui est incertaine, et bien en fait, on va être obligé de basculer et donc de pivoter pour aller inventer quelque chose qu'on n'avait absolument pas prévu dans un contexte qui est complètement nouveau. Et cette pivoter dans une start-up au niveau du cerveau, ça correspond à basculer vers l'avant pour inventer des choses. Ce qu'on sait, juste pour finir, c'est que quand on est stressé, on perd 10 points de QI. Ah oui. Quand on est stressé, on perd 10 points de QI. C'est-à-dire qu'en gros, pour faire simple, on devient idiot quand on est stressé. Mais parce que on redescend vers des fonctionnements archaïques. Et c'est ça justement tout l'intérêt de cette bascule. Donc ces 6 questions-là avec Elodie, on a plein de jeux de questions par exemple, ou plein d'exercices. Alors là, on est passé par un exercice qu'on appelle cognitif, c'est-à-dire on parlait par la pensée, on vous a fait réfléchir, et on l'a fait, moi aussi je l'ai fait en parallèle. Maintenant, il y a aussi, en fait, il y a trois façons d'accéder de faire basculer, de faire pivoter. On peut passer par la pensée, par la réflexion. On peut passer par le corps. Et d'ailleurs, c'est peut-être ma slide suivante. On peut passer par le corps. Peut-être que je peux vous montrer ça là. Et passer par le corps, ça veut dire justement, c'est pour ça qu'on vous incite actuellement à faire de l'exercice physique, à faire du yoga, à courir. Vous avez vu qu'il y a un gars qui a fait un marathon sur son balcon. Oui. Ouais, 42 km. Un balcon de 7 mètres, le mec il a fait un marathon. 42 km, oui. Ouais, c'est ça. Il y a aussi un mec qui fait du vélo sur son balcon. En fait, il a 2 fenêtres qui donnent sur son balcon. Il fait des tours de balcon. Ah oui. Perso, j'ai fait 10 tours de jardin. Non, 50 tours de jardin, c'est quand même bien chiant. Ah bah tu m'étonnes. Moi, j'avoue, je suis sortie à 7h du matin. Donc, une façon de basculer, c'est d'utiliser les pensées. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait avec notre processus de questions. Il y en a plein de processus comme ça. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher, d'aller ouvrir de la curiosité, de l'éveil, une forme d'acceptation et tout ça. Enfin, il y a 6 dimensions qui sont très claires. Travail sur la pensée. La deuxième façon, c'est d'agir à travers le corps. Et agir à travers le corps, ça peut être justement l'exercice physique, ça peut être le fait de faire du yoga, de bouger, tout ça. Et puis la troisième façon, c'est de travailler sur les émotions. Et travailler sur les émotions, ça peut être de la méditation, ça peut être le tout petit exercice qu'on a fait tout au début, là, ne serait-ce que de prendre conscience de qu'est-ce qui se joue en moi. Parce que souvent, on est déconnecté surtout nous, les Occidentaux, on est déconnecté de nos émotions et de notre corps. Donc, prendre conscience de mes émotions. Est-ce que je vis de l'angoisse, de la peur, ou est-ce que je vis de la sérénité, du calme, de la joie, de la tranquillité? Donc, se relier à ces émotions. L'important aussi, c'est de se faire du bien d'une certaine façon. Ça, c'est aussi une façon de se relier à ses émotions. Se faire du bien, ça peut être aller faire la cuisine pour les siens. Se faire du bien, ça peut être lire un bon bouquin. Se faire du bien, ça peut être aller se connecter, aller voir une série qu'on aime bien et en famille parce que c'est un moment agréable. Se faire du bien, et ce qui est important, c'est qu'au moins dans la journée, vous ayez un moment où vous fassiez du bien, un truc pour vous ou pour vous et pour les autres. Mais en tout cas, il faut que ce soit quelque chose, c'est votre truc à vous qui vous fait du bien.
Voilà. Donc, on peut rentrer par les pensées, on peut rentrer par le corps et on peut rentrer par les émotions. Et tout ça, ça fonctionne ensemble. Et c'est des outils qui permettent de basculer pour diminuer votre niveau de stress, comme disait Elodie, et pour pouvoir justement être plus apaisé. Et donc, derrière, avoir plus de clairvoyance pour envisager et pour inventer votre futur par rapport à vos challenges. Sur ma slide, je dis dormir, c'est essentiel parce qu'on a besoin de répondre à ses besoins physiologiques, bien manger, bien entendu, donc éviter tout ce qui est nourriture transformée au maximum, bouger 20 minutes par jour, interagir, au moins une interaction qui vous fait plaisir. Appeler un vieux copain, appeler de la famille, demander l'heure de leurs nouvelles. Ça peut être un quart d'heure, mais c'est le fait de créer du lien, ça joue sur les émotions et ça joue sur la libération d'hormones, hein, qu'on appelle ocytocine. C'est l'hormone qui est liée au collectif, au social. Sachez qu'on peut choisir ses pensées. On a l'impression qu'on a un flux de pensées qui est incontrôlable, mais ce qui est important, c'est de savoir que oui, il y a toutes ces pensées qui arrivent, et qui peuvent être des pensées de stress, mais on a aussi la capacité de choisir ces pensées, ne serait-ce qu'en couchant tout ce qu'on a comme pensée sur un papier. Et le fait de le mettre sur un papier, petit à petit, ça va permettre déjà de les voir, de les identifier, et de travailler dessus, et de choisir ces pensées. Et puis s'organiser pour être concentré, j'ai mis limiter au maximum toutes les notifications. Les notifications, il y a énormément de notifications qui ne sont absolument pas nécessaires. Les notifications de BFM TV, même du Monde et tout ça, vous pouvez les consulter, mais 2 fois par jour. Le reste du temps, savoir qu'il y a eu 453 morts ou savoir qu'il y a eu 464 morts, ça ne change rien pour vous, là, pour votre travail aujourd'hui. Mais est-ce qu'on ne réagit pas tous de façon différente là-dessus? Tu vois, il y a des gens que ça angoisse et d'autres gens, enfin, moi je suis plutôt de ces gens-là, le savoir, moi, ça me permet de dire, bon, bah voilà, j'ai l'info, je passe à autre chose, je sais. C'est tout. J'ai l'impression qu'on n'est pas forcément tous égaux là-dessus. En tout cas, ce qui est important, c'est que pour que vous puissiez conduire votre business, c'est que vous puissiez rester concentré. Et ce qui est sûr, c'est qu'une notification, alors il y a des notifications qui sont urgentes, hein, ça peut être, je ne sais pas quoi, par rapport à votre famille ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, avoir en temps réel les notifications toutes les heures de BFM TV, c'est pas obligatoirement une bonne chose parce que systématiquement, ça veut dire que tu vas être sorti de ta concentration. Donc après consulter les news 3 fois par jour, oui, ça peut être intéressant de savoir où est-ce qu'on en est. Mais l'avoir toutes les 5 minutes, en tout cas, ça a souvent un effet délétère. Et puis voilà, ce qui est important, c'est de construire des rituels. Donc on est dans un monde où il faut reconstruire des rituels et des repères. Et les rituels et les repères, c'est ce que fait Digital 113 avec cette visioconférence là, tous les matins, ça c'est super. Et puis des rituels avec vos collègues, bien entendu, des rituels avec des repères et des rituels dans votre journée pour restructurer le temps en inventant des choses et puis en vous donnant la capacité d'être créatif. J'arrête de parler. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir une chose que vous avez identifiée pendant ces 3 quarts d'heure là qu'on a passé ensemble. Alors, le stress positif, je vois des choses écrites. Hein. Le stress positif, justement, c'est ce qu'on a évoqué tout au début. Le stress positif, c'est effectivement la réaction biologique à un changement, c'est-à-dire qu'il y a une voiture qui arrive à fond, j'ai un stress qui va mobiliser, donc il y a tout un mécanisme, hein, je ne vais pas le détailler ici, là, mais avec de l'adrénaline, du cortisol et tout ça, donc qui vont mobiliser mes ressources pour que je fasse un pas en arrière. Donc le stress est effectivement biologiquement une réponse qui est positive. Par contre, la difficulté, c'est là où ça pose problème, c'est ce que je disais au début, quand le stress dure, c'est-à-dire que si je réagis par rapport à un événement dangereux, heureusement que le stress est là, c'est ce qui me garde en vie. Donc on a besoin du stress. Mais par contre, quand le stress dure des heures, des semaines, des mois, c'est là où ça devient toxique parce que le stress draine l'énergie et le stress diminue l'immunité. D'où la nécessité de travailler sur son stress. C'est une proposition. S'il n'y a plus besoin du support, est-ce que tu peux arrêter le partage pour qu'on récupère les écrans? Tout à fait. C'était une proposition de Lorraine de mettre le doigt sur ce qui frustre et de travailler dessus.
c'est intéressant en se disant que par rapport à ce que dit Michel, parfois des choses nous stressent et ce n'est pas si simple d'y aller dedans. À la fois, c'est peut-être aussi l'occasion de s'y confronter pour avancer. C'était intéressant cette proposition-là hein, de Lorraine. C'est aussi une façon de se faire du bien en allant confronter ce qui fait mal. Dans les propositions que vous aviez pour se faire du bien, Magali parlait de visualisation positive, c'est une autre alternative. Magali qui proposait de pousser la créativité ou de réfléchir à l'avenir. La proposition d'Éric de prendre du recul sont autant de stratégies, ou Frédéric encore, de prioriser ou d'anticiper, autant de stratégies qui vont me permettre justement de basculer dans d'autres dimensions. Peut-être en avez-vous d'autres partages à proposer, de stratégies qui fonctionnent bien pour vous et qui pourraient du coup être aidantes pour les autres? Relativiser, ce n'est qu'un travail. Isabelle? Oui, c'est facile à dire, mais oui. Ouais, c'est très facile à dire. Hein. C'est super ce qu'on fait ce matin facile d'ailleurs. à dire. Ouais, mais c'est bien de se le dire parce que moi, je vois parfois dans l'équipe de Digital 113, quand on arrive à un niveau de stress et que je vois qu'on est tous sous tension, et moi, la première, hein, je sais que je peux être un facteur stressant aussi pour l'équipe, je leur dis, et parce qu'en leur disant, ça me le dit à moi aussi, je dis stop, on n'est pas chirurgien cardiaque, on n'est pas médecin urgentiste. Si on se loupe, si on n'y arrive pas, bah, il ne se passera rien en vrai. On sera juste, nous, pas satisfaits. Mais il n'y aura pas mort d'homme, il n'y aura pas d'accident, il ne va rien se passer de grave. Donc, relativisons vachement, remettons-nous à notre niveau aussi pour se dire, voilà, donnons-nous la possibilité d'échouer, parce que ce ne sera pas grave. En tout cas, pour nous, ce n'est pas grave. Et ça, souvent, ça a fait cet effet-là de calmer tout le monde. Et puis finalement, on y arrive, on se met en situation de réussite, mais au moins, de se donner une porte de sortie, de dire, c'est pas grave si on n'y arrive pas. Et ben, ça aide justement à relativiser l'importance de ce qu'on fait et à baisser la pression du stress, je trouve. Oui. Et si je pourrais rajouter un truc, quelque chose dont je me suis rendu compte, parce que en fait, moi, je sors d'un burn-out en fait il y a un an, enfin un peu plus d'un an maintenant, mais il y a un an que je suis revenue. Et donc forcément, le stress qui bouffe le cerveau et qui l'empêche de fonctionner, etc., ben forcément, ça me parle. Et ma crainte, moi, c'était quand la semaine dernière, l'emballement par rapport à ça, je voyais le mur revenir et quand tu as tout tapé une fois dans le mur, bah, t'appréhendes plus. Mais il y a un truc qui m'avait beaucoup aidé à l'époque pour justement mettre les pensées à la distance, c'était, je ne sais pas comment la psy elle appelait ça, c'est les petits travails manuels, enfin d'utiliser ses doigts en fait, et d'utiliser ses doigts, ça permet de canaliser en fait les choses du cerveau en fait. Le cerveau, il décroche là, il peut pas trop stresser si tu fais du petit travail manuel. C'est pour ça que le jardinage, même écrire ou faire du coloriage, tu sais, les trucs, je trouvais ça complètement nul à l'époque, mais franchement, occuper ses doigts, ça soulage le cerveau. Moi, j'y croyais vraiment pas, et c'est vrai, quoi. Cuisiner. Occuper ses doigts. Voilà, ouais, mais faire des choses manuelles. Concrètes. Parce que notre travail, il est quand même très intellectuel. Et revenir à des choses beaucoup plus concrètes de ce qu'on fait avec les doigts, je trouve que ça aide beaucoup. Oui, en fait, tu déplaces la concentration du cerveau sur ce que tes doigts sont obligés de faire et voilà, pas sur l'emballement en fait. De ton cerveau. Quoi. Voilà, même éplucher les légumes, en fait, comme disait. Ouais. Oui, c'est vrai, ouais. Tout à fait. Donc, c'est une des 3 bascules possibles, c'est-à-dire tu passes par le corps. Et donc là, avec Elodie, quand on a préparé cette petite session, on a plein de jeux qui passent aussi par le corps, des jeux avec les doigts et tout ça. Bon, là, on a choisi une façon de le faire. Mais effectivement, le fait de passer par le corps, et surtout des choses précises qui demandent un peu de concentration, ça peut être éplucher des légumes, hein, mais ça peut être aussi faire du bricolage, ou ça peut être… C'est très, très bon parce que justement, ça permet de faire cette fameuse bascule cognitive. Et le fait de relativiser, comme tu disais, Amélie, c'est aussi la même chose. C'est-à-dire, relativiser, c'est l'une des 6 dimensions. Là, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais quand on est passé sur les cartes, là, il y a une dimension qui correspond à la perspective et la nuance. Et donc, c'est l'une de ces 6 dimensions. Donc, c'est effectivement un des outils qui permet de faire baisser le niveau de stress.
Et est-ce que vous pourrez nous faire passer des exercices de ce type, justement, d'autres, pour qu'on puisse les pratiquer pour nous? Oui, oui, tout à fait. Donc, Ouais. ce qu'on peut imaginer, moi, je me suis mis l'idéal. La dernière question d'Élodie, là, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il arrive? Je me suis dit, ce qui serait génial, c'est qu'on puisse inventer et créer une sorte de communauté d'entrepreneurs pionniers qui veulent expérimenter une nouvelle façon de manager et de gérer de prendre soin de leurs émotions et de prendre soin de leurs collaborateurs. Et puis qu'on puisse créer une sorte une communauté de pionniers qui explorent des choses différentes, une nouvelle façon de faire. Et alors, je ne sais pas du tout comment ça peut se faire. Vous avez peut-être qu'Amélie enverra nos emails là pour qu'on puisse partager ça. Mais donc l'idée, c'est que si vous voulez continuer et qu'on invente des choses ensemble, on peut. On est dans une période où il faut inventer, hein, donc inventons ensemble là. Ouais, carrément. Et peut-être avec plaisir. Et peut-être une proposition pour ce matin, c'est se demander quels sont peut-être 2 avantages de cette situation. C'est la petite réflexion du jour. Ce sera peut-être le mot de la fin puisqu'il est 9h34. Ouais. Ok. Merci en tout cas Amélie de cette opportunité. Merci à vous. On vous souhaite une bonne journée. Réfléchissez aux 2 avantages de cette situation. Je note ça. Le PowerPoint, on pourra l'avoir, le PowerPoint, je le trouve intéressant. On va vous l'envoyer là. Si le partage dans le drive. Peut-être une précision qui m'apparaît importante, Michel, c'est que les petites questions qu'on a là, habituellement, on les travaille sous forme de cartes. L'invitation, c'est que vous puissiez vous-même les imprimer en format de carte. Et peut-être vous tourner ces questions-là dans la journée. Peut-être aussi offrir parfois une question à quelqu'un que vous sentez un peu en résistance ou bloqué pour l'aider lui aussi à basculer. Vous avez aussi ce pouvoir-là en lui posant la question, d'aider l'autre. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci de vos partages, de vos apports. Bonne journée à tous. Bonne journée. Demain, on parle formation à distance. Ok. D'accord. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Au revoir, bonne journée, au revoir. Au revoir.